Ce que je vais vous dire risque de déranger, mais c'est une réalité que peu de gens osent admettre. Pendant des années, on nous a répété la même chose. Et pourtant, ceux qui réussissent vraiment savent que c'est totalement faux. Si vous ne voulez pas perdre des années à attendre une opportunité qui ne viendra peut-être jamais, écoutez bien ce qui va suivre. Parce qu'une fois que vous aurez compris ça, votre façon de voir les choses ne sera plus jamais la même. Let's go! Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'immobilier, de mindset et d'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'une des meilleures stratégies à mettre en place pour se lancer dans l'immobilier, la sous-location professionnelle. D'abord, qu'est-ce que c'est la sous-location? Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de sous-location. Il y a la sous-location longue durée, donc vous louez un appartement pour en faire peut-être de la colocation ou de la location meublée. Donc, vous êtes propriétaire d'un appartement que vous mettez, par exemple, sur ce loger, on va dire un T4, que vous louez à 1200 euros. Donc, moi, je viens, je vous vois, je deviens votre locataire et je sous-loue l'appartement en colocation, par exemple. Donc, je vous loue 1200 euros le mois et moi, je vais relouer à des étudiants, par exemple, la chambre à 400 euros. Il y a 4 chambres, ça fait 1600 euros. Dans les 1600 euros, je vous paye vos 1200 euros. Il me reste 400 euros comme bénéfice pour moi. Alors, bien évidemment, il faudra faire une étude de marché pour voir à combien je peux louer les chambres dans la ville et avoir quelque chose dessus. L'avantage avec la sous-location, ou on va dire la sous-colocation, c'est que vous avez des revenus fixes. On verra tout à l'heure la sous-location en location courte durée, qui est beaucoup plus avantageuse, mais un peu plus risquée. Mais avec cette stratégie de sous-colocation, vous avez des revenus garantis. Bien sûr, il y a des petits inconvénients parce que vous êtes en colocation, donc il y a le turnover qui est beaucoup élevé. Mais bon, moins élevé qu'en location courte durée, c'est sûr. Donc, il faudra trouver un appartement qui est dans une zone où il y a des étudiants, où il y a des jeunes actifs, voilà, où il y a vraiment un bassin économique assez dynamique. Donc, voici la première stratégie en sous-location. Deuxième stratégie en sous-location et la plus répandue, c'est la sous-location en courte durée. Donc, c'est-à-dire que cette fois, vous louez un appartement toujours au mois avec le propriétaire, mais au lieu de mettre des étudiants en colocation sur la longue durée, vous allez mettre des voyageurs ou des touristes en location courte durée. Donc là, ça devient plus intéressant parce que vous louez l'appartement à la nuitée et vous louez un peu plus cher. Donc ça fait qu'à la fin du mois, vous avez un chiffre d'affaires conséquent duquel vous allez retirer le loyer que vous versez au propriétaire, retirer vos différentes charges et là, le bénéfice, bien évidemment, il est un peu plus intéressant. Bien sûr, il faudra absolument faire une étude de marché et vous faire accompagner dans le lancement de ce business-là. Alors, pourquoi débuter dans l'immobilier avec la sous-location? Premièrement, parce que ça demande peu de capital. Tu n'as pas besoin d'acheter un bien vu que tu es locataire. Donc, en termes de budget, c'est très, très, très intéressant. Donc, quelqu'un qui va aller acheter un bien, par exemple, à 200 000 euros, on va lui demander de mettre quand même un apport sur la table qui sera autour de 20 000 euros, 25 000, 30 000 euros. Pour démarrer en sous-location, tu auras besoin d'un budget entre 5 et 10 000 euros. Donc, entre aller acheter un appartement, un seul appartement, mettre 30 000 euros sur la table et faire une sous-location, tu as un budget de 30 000 euros, tu lances 4, 5, 6 appartements, clairement, tu vois qu'on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Donc, pour ceux qui ont de petits budgets, mais qui veulent quand même se lancer dans l'immobilier, la sous-location est vraiment la stratégie d'investissement très adaptée pour les petits budgets. Deuxièmement, c'est aussi parce qu'il y a moins de risques. Tu n'as pas de crédit immobilier sur la tête. C'est ta petite épargne de 5 000, 7 000, 10 000 euros que tu prends pour te lancer et puis tu es tranquille. Et même si tu n'as pas 5 000, 10 000 euros en épargne, entre parenthèses, il faut quand même épargner, c'est très important. Ça te permet de profiter de petites opportunités comme ça. Je referme la parenthèse. Tu peux aller faire un petit crédit conso de 5 000, 10 000 pour te lancer dans l'immobilier. Là, on n'est pas sur de gros prêts immobiliers de 200 000, 300 000 euros sur 20 ans, 25 ans.
Pas du tout. Donc, tu vois que là, le risque est vraiment limité. Autre chose qui fait que le risque est limité, c'est que tu n'es pas propriétaire. Je te prends un exemple tout simple. Quand il y a eu le Covid, tous les propriétaires d'appartements qui étaient dans la zone de, allez, on va dire Disneyland Paris ou des zones très attractives ou même de Paris, mais c'était la douche froide parce que pendant Covid, tout était fermé. Et le problème, c'est que il y a plus de touristes, il y a plus de voyageurs d'affaires qui arrivent, il y a plus de personnes. Tu es propriétaire, tu peux pas te dire que tu vas sortir du business et vendre ton bien. Bon, déjà, il y a l'État qui t'attend avec la taxe sur la plus-value de 36%. Merci la France, on vous adore. Voilà, il y a trop de contraintes. Pourtant, quand tu es en location, ton préavis, c'est 1 mois. Donc, si jamais, je sais pas, il y a touche du bois, il y a un truc qui arrive au corps. Quand tu es en sous-location, tu donnes ton préavis, tu libères l'appartement simplement. Donc là, ça va limiter ton risque et te permettre de sortir du business assez facilement. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages de la sous-location. Un autre avantage de la sous-location, c'est la rentabilité. C'est-à-dire qu'en termes de rentabilité sur un appartement classique que tu achètes, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des cash flows plus élevés parce que tu loues en courte durée. Donc ça te permet d'avoir des marges intéressantes, surtout dans des périodes hautes, comme par exemple l'été. Tout dernièrement, il y avait les JO, il y a toujours des événements. Bref, c'est beaucoup plus intéressant. Et tu as même la possibilité, en location courte durée, d'optimiser tes revenus avec des services additionnels. Donc tu peux proposer par exemple à tes voyageurs qui arrivent de les récupérer à l'aéroport, de faire un service de transfert, un service de location de voiture, de chauffeur. Tu peux proposer du ménage supplémentaire. Bref, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour augmenter ton panier moyen. Autre raison pour laquelle c'est très intéressant de démarrer dans l'immobilier avec la sous-location, c'est que tu pourras apprendre le marché de l'immobilier de façon très simple. Donc, comment créer ton entreprise pour faire de la sous-location, comment recevoir des clients, comment faire des quittances, comment faire des factures, comment gérer ton bien, comment négocier avec des propriétaires. Bref, c'est vraiment un tremplin pour entrer dans le monde de l'immobilier. Aussi, le fait de démarrer par la sous-location va te permettre d'accumuler du cash pour ensuite aller vers d'autres stratégies d'investissement immobilier comme l'achat d'appartements ou d'immeubles de rapport, tu vois. Donc, quand tu crées ton entreprise de sous-location, par exemple, tu vas faire une SAS. Première année, deuxième année, troisième année, au bout de 3 bilans, tu peux aller voir la banque et dire « Ok, moi j'ai une entreprise dans la sous-location, voici mon activité. » La banque va voir que voilà, il y a eu du flux, il y a eu des entrées, des sorties, tu as bien géré ton entreprise. Tu peux à ce moment-là prendre un prêt immobilier au nom de ta société et développer ton entreprise. Donc, tu as déjà de l'expérience. Avec 3 bilans, on voit ce que tu as fait. Et là, c'est même pas le montant de ton chiffre d'affaires que la banque va regarder. C'est comment tu as géré ton entreprise. Est-ce qu'il y a du cash flow qui rentre? Donc, quand tu as géré au bout de 3 ans, aller une dizaine d'appartements en sous-location, la banque sait que tu as l'expérience. Quand tu veux acheter un immeuble de rapport de, par exemple, 6 logements que tu vas mettre en courte durée, tu as l'expérience dans la gestion, tu as l'expérience dans l'exploitation de l'activité. Et là, ce n'est même plus toi qui t'endettes, c'est ta société qui s'endette. Donc, comme je te le disais, la sous-location, c'est un bon tremplin pour démarrer dans l'immobilier. Alors, on va maintenant voir comment démarrer en sous-location de façon concrète. Alors, étape 0, la base, se former. Ça, c'est essentiel. Donc, avant même de commencer à créer ton entreprise et tout, il faut te former. Je t'ai donné mon exemple dans une des vidéos précédentes. Quand moi, je voulais me lancer dans l'immobilier, j'avais que 2 499 €. J'ai préféré mettre tout dans la formation et dans la formation, j'ai découvert des stratégies qui m'ont permis d'investir finalement avec 0 €. Enfin, j'avais de l'apport, mais j'ai vu que je pouvais ne rien mettre sur la table du banquier. Donc, la formation, c'est la base. Il y a des informations que tu trouveras dans un accompagnement, dans une formation,
qui vont te faire éviter le pire, qui vont te faire gagner du temps, qui vont te faire gagner de l'argent. Donc, étape 0, pour moi, c'est vraiment la formation. Deuxième étape, il faudra créer ton entreprise. Donc, au niveau de l'entreprise, tu verras, est-ce que tu fais une micro-entreprise? Est-ce que tu fais une SAS? Est-ce que tu fais une SARL? Je ferai peut-être une autre vidéo où je vais vraiment te détailler quel type d'entreprise choisir pour faire ton activité de sous-location. Mais voilà, tu choisis ton entreprise, tu la crées. Une fois que ça c'est fait, tu passes à l'étude de marché pour savoir où te lancer. Alors, je te dis tout de suite, en tout cas si tu es en France, il y a des villes où c'est même pas la peine de rêver parce qu'il y a une très forte tension locative, le marché est tendu, les gens n'arrivent plus à se loger, les mairies mettent en place des mesures de restriction. Donc, si tu ne sais pas la réglementation dans les villes, t'es foutu, je te l'ai dit tout de suite. Donc, étude de marché pour connaître la réglementation, étude de marché aussi pour savoir les taux d'occupation. Ok, je me lance dans telle ville, quel est le taux d'occupation moyen dans cette ville-là? À combien je peux louer tel type d'appartement? Ça, c'est la première partie de l'étude de marché. Quand tu auras trouvé ton bien, il faudra encore faire une étude de marché sur le bien en question pour savoir la rentabilité de ce bien. Et aujourd'hui, il y a des logiciels qui existent pour faire ce type d'étude de marché. Ensuite, une fois que tu as fait l'étude de marché, il faudra trouver un logement rentable. Alors, je vais t'épeler rentable en lettres majuscules, R-E-N-T-A-B-L-E, logement rentable. Si le logement n'est pas rentable, je t'en supplie, ce n'est pas la peine de prendre parce que derrière, tu as un loyer à payer au propriétaire. Donc, ne t'amuse pas à sauter sur le premier bien s'il n'est pas rentable. Donc, tu as bien compris? Logement rentable. Ensuite, une fois que tu as ton logement, il faudra maintenant prospecter les propriétaires et les convaincre. Et c'est là qu'on rentre dans le dur, dans le vif du sujet. Comment convaincre un propriétaire? Il y a des arguments à avoir. Qu'est-ce que tu vas lui dire qui va le mettre en confiance et lui permettre de te donner son bien pour que tu fasses ton activité. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des arguments. Je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Ou sinon, tu as toute une formation à l'académie où on te montre comment le faire. Donc, par exemple, on entretient son logement, tu vas lui garantir ses loyers, etc. Mais mettre en avant les arguments pour vraiment le rassurer et lui montrer qu'il n'a pas d'autre choix que de travailler avec toi. Ensuite, autre élément, il faudra négocier un bon contrat. Il y a des clauses essentielles à avoir dans le contrat que tu auras avec le propriétaire. Il y a certains aspects juridiques et administratifs à respecter, comme par exemple vérifier le règlement de copropriété. Ça, si tu ne le fais pas, c'est une erreur de débutant. Tu finis de prendre l'appartement, de faire tout ce qu'il faut. Et puis, un jour, un voisin veut t'emmerder. Il te dit « Ah oui, mais en fait, dans le règlement de copro, c'est interdit. » Et c'est là que tu vas te rendre compte que, en fait, et là, tu as déjà investi ton argent dedans, tu prends tes affaires, tu pars. Donc, il y a des vérifications à faire sur le plan administratif. Il faut appeler les mairies. Il y a des démarches à faire. Il faut savoir si dans la ville, il y a la compensation ou pas. Est-ce que c'est juste une simple déclaration? Est-ce qu'il y a un changement d'usage, un changement de destination? Bref, il y a beaucoup de termes techniques, en tout cas, à savoir. Encore une fois, il y a des formations, il y a des accompagnements qui te permettent d'être calé sur ces différents points-là. Il y a aussi les assurances à avoir quand tu fais de la sous-location pour ne pas te retrouver dans de faux draps. Autre élément aussi, il faudra meubler et décorer l'appartement, mais vraiment avec du goût pour attirer des locataires. Donc, il faut savoir ce qu'il faut mettre, les équipements de base, comme par exemple des petits trucs, mais qui font la différence, une trousse de secours. Un extincteur, un détecteur de fumée. Ça, ce sont de petits éléments qui font toute la différence. Et même en cas de souci, tu sais que tu es couvert. Autre chose aussi, il faudra mettre en place une bonne gestion. Alors, trouver le bien, convaincre le propriétaire, ça peut peut-être faire peur, mais crois-moi, c'est pas le plus compliqué. Une fois que tu as l'appartement, là, tu es en face de la réalité maintenant. Il faut faire tes annonces, il faut gérer tes prix, il faut gérer les messages avec les voyageurs, il faut être réactif, il faut gérer les femmes de ménage, il faut gérer le linge, il faut gérer la remise des clés. Bref, là, tu rentres vraiment, tu mets les pieds dans le plat.
Donc voilà, une fois que tu as bien fait ta décoration, tout est nickel, maintenant il faudra gérer ton appartement en sous-location. Donc moi je te conseille d'avoir un channel manager. C'est un logiciel qui va te permettre de centraliser toute la gestion de tes appartements. Donc, centraliser les messages, centraliser la gestion des prix, centraliser pas mal de choses pour vraiment automatiser. Donc, avec un channel manager, tu vas par exemple synchroniser tes calendriers de sorte à ne pas avoir de double réservation. Donc, tu mets ton logement sur Airbnb, sur Booking et imagine que quelqu'un, je sais pas, deux personnes réservent ensemble la même date. Là, tu es un peu embêté. Mais avec un channel manager, ou même ça se fait manuellement sur Airbnb et Booking, avec le channel manager, c'est plus simple. Mais là, tu vas pouvoir bloquer une date dès qu'elle est réservée sur une plateforme pour ne pas qu'il y ait double réservation. Avec un channel manager aussi, tu peux automatiser tout ce qui est message envoyé aux voyageurs. Donc, quand un voyageur fait une réservation, il y a un message qui part, quelle que soit la plateforme. Quand le voyageur arrive, par exemple, 24 heures avant son arrivée, il y a un message qui part. Et tout ça, ça te permet de bien gérer ton activité. Il faudra aussi gérer le ménage. Donc, comment est-ce que tu recrutes les femmes de ménage? Comment est-ce que tu gères le linge? Est-ce que tu achètes ton propre linge? Est-ce que tu loues le linge? Où est-ce que tu le laves? Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour optimiser son activité de sous-location. Autre élément aussi pour mettre en place ton activité, il faudra fixer un prix compétitif mais adapté au marché. Alors, il y a une petite erreur que les gens font souvent. Quand on se lance, on se dit, OK, moi je loue l'appartement par exemple à 1 000 euros, je vais faire ma nuitée à 100 euros. Et si tu ne fais pas bien ton étude de marché, c'est sur le terrain que tu vas te rendre compte qu'en fait, tes concurrents, ils sont à 60 euros. Et là, c'est la douche froide. Et tu te dis, bah non, si moi je ne fais pas 100 euros, je ne suis pas rentable. Mais les autres, ils font 60 euros. Là, petit dilemme, est-ce que tu fais quand même ton prix de 100 euros ou est-ce que tu t'alignes sur le marché? Et ça, tu peux l'éviter en faisant l'étude de marché en amont, en allant chercher les prix de ses concurrents dès le départ pour te faire une idée du prix moyen et savoir si l'appartement sera rentable ou pas. Donc, quand tu as les bonnes informations, tu as la bonne stratégie pour faire l'étude de marché, tu n'es pas surpris. Donc, tu arrives sur le marché, tu vois les prix qui se font, tu t'étais déjà préparé et là, ton prix, il est optimisé. Et il y a plusieurs outils qui te permettent d'avoir des prix dynamiques et optimisés. Autre élément qu'il faudra mettre en place, ça sera d'optimiser ta rentabilité. Donc, tu peux par exemple proposer des services additionnels, comme je le disais, le ménage supplémentaire, aller chercher les clients à l'aéroport, la location de voitures, location de vélos, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent te permettre d'augmenter ton panier moyen. Alors, on va maintenant voir les erreurs à éviter quand on fait de la sous-location. Alors, ne pas obtenir l'autorisation du propriétaire, s'il te plaît. Ne fais pas cette erreur. Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui prennent des appartements en location, le propriétaire ne sait pas. Et voilà, il met sur Airbnb, il met sur Booking, il se fait un peu d'argent. Le jour où on t'attrape, laisse-moi arrêter s'il te plaît. Le jour où on t'attrape, tu vas payer ça très cher. Et oui, tu vas rembourser au propriétaire tous les bénéfices que tu as fait depuis que tu loues son appartement. Et il y a des pénalités, il y a des amendes. Bref, s'il te plaît, si tu le faisais, enfin, je ne te dirais pas arrête, mais va voir le propriétaire, essaie de trouver un accord avec lui. S'il ne veut pas, c'est pas grave, libère son appartement, c'est trop risqué. Donc, soit on va t'expulser, il y aura des litiges, il y aura des amendes, il y aura des pénalités, bref. Autre erreur à éviter, c'est la mauvaise gestion des finances. Ne pas anticiper sur les charges et les vacances locatives. On n'est pas dans un monde de bisounours. L'activité est dynamique, ça bouge, il y a des concurrents. Quand chacun s'assoit sur son appartement, il y en a qui mettent en place des stratégies de prix très bizarres. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, sur son calendrier, que ses nuitées sont à 100 euros. Je prends un exemple. Et tu vois qu'au final, il loue par exemple à 65 euros. C'est-à-dire que chaque matin, il vient espionner tous les concurrents et il se met en dessous de tout le monde. Donc, si tu n'es pas alerte, tu n'es pas dans une phase active de gestion de ton appartement, tu vas te faire avoir. Donc, anticiper sur toutes ces petites stratégies-là et bien gérer les finances de ton entreprise. Ça veut aussi dire ne pas mélanger les choses. Il y a tes finances personnelles
il y a les finances de l'entreprise. Et encore, c'est pour tout ça que je dis qu'il faut se former parce que tu peux prêter de l'argent à ton entreprise. L'entreprise peut te rembourser. Mais si tu n'as pas les informations, tu vas tout mélanger. Tu vas prendre ton argent, mettre dedans, on ne sait pas ce qui est rentré. Bref, il faut vraiment avoir une gestion claire et limpide de tes comptes et de ton argent. Il faut savoir qu'est-ce que tu as comme charge. Concrètement, ton loyer te coûte combien? L'électricité te coûte combien? L'assurance te coûte combien? Combien tu gagnes? Quand tu enlèves ces charges, combien est-ce qu'il te reste? Il faut te faire, par exemple, un tableau prévisionnel sur une année pour savoir, OK, voici les charges que j'aurai, voici les recettes que j'ai, voici le cash flow que j'ai. Et ça, c'est hyper important pour bien faire ton activité. Un autre point qu'on ne prend pas en compte souvent, ce sont les vacances locatives. À moins que tu n'aies un bien qui soit, je ne sais pas moi, hyper bien situé, qui fait du 100% de taux d'occupation, tu auras des nuits où ça ne sera pas loué. Et ça, quand tu anticipes, tu sais comment aller les boucher avec des périodes hautes où tu as beaucoup plus de réservations. Autre erreur de débutant à éviter, c'est le mauvais positionnement du bien. Alors, l'emplacement et l'emplacement. Ça, c'est la base. Si tu n'es pas dans une bonne zone, fais toute la déco que tu veux, ça ne sortira pas. Il faut avoir un bon emplacement. Idéalement, être dans un centre-ville, proche des transports, proche de la gare, être dans un bassin économique dynamique où ça bouge, ou près, je sais pas moi, dans un hôpital où tu sais que les gens viennent voir la famille et tout, près d'une mairie, je sais pas, soit dans un endroit où il y a vraiment, où ça bouge en fait. Donc voilà pour l'emplacement et toutes les erreurs de débutants à éviter. Alors, récapitulons donc tout ça. La sous-location, pour moi en tout cas, c'est l'une des meilleures options pour démarrer dans l'immobilier. C'est une stratégie qui est simple, qui est accessible à tout le monde et qui est rentable. Elle coche toutes les cases pour une entrée en douceur dans le domaine de l'immobilier. Donc, si tu veux te lancer aujourd'hui dans l'immobilier, n'hésite vraiment pas à commencer par la sous-location. Franchement, moi, je te le recommande à 100%. Et pour aller plus loin, tu peux également participer à notre prochaine masterclass en cliquant sur le lien dans la description. C'est une masterclass qui est gratuite, qui se fait en ligne. Et dans cette masterclass, je pourrais t'expliquer vraiment en détail pendant 2 heures de temps en quoi est-ce que ça consiste, quelle est la méthode à mettre en place, comment faire ton étude de marché, comment trouver les biens, quel argument donner aux propriétaires. Bref, tu auras vraiment beaucoup plus d'informations. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.